Bonjour et bienvenue dans cet épisode 22 de nos carnets de voyage en vidéo. Alors cette semaine, on vous emmène à Val-Consolation, où on a pris le temps de s'attarder un petit peu. Alors Val-Consolation est un ancien monastère construit à l'origine pour accueillir des pères de l'ordre des Minimes, un institut religieux d'ermites, mendiants et pénitents. Aujourd'hui, Val-Consolation est devenu un lieu de retraite spirituelle, de séminaires, de stages, d'ateliers. Il y a aussi un hôtel-restaurant. Et c'est l'association des artisans de paix qui s'occupe de tout ça, y compris du parc naturel et protégé de 250 hectares qui entoure le monastère. Alors Artisans de paix poursuit aujourd'hui et depuis 7 ans la vocation de ce lieu d'apprentissage et de ressourcement. Et c'est Franck, un artisan de paix qu'on a rencontré dans les cuisines, qui est un passionné et qui connaît par cœur l'histoire de ce lieu, qui nous la raconte, cette histoire. On va vous laisser avec nos images. En attendant, si vous voulez liker ou cliquer en bas à droite de votre écran sur s'abonner pour suivre la publication de nos vidéos. Et si vous voulez nous soutenir financièrement pour l'établissement de ces vidéos et nous verser un petit pourboire, ça se passe chez Tipeee, en haut à droite. On vous laisse dans ce havre de paix, profitez-en bien. Et il y aura la suite. Oui, la suite la semaine prochaine avec d'autres aspects du Val-Consolation. En attendant, on vous souhaite une très belle semaine. On vous dit à dimanche prochain. Et puis peut-être à mercredi ou jeudi pour une nouvelle vidéo sur le lieu où on se trouve. Mais bon, on vous en dit pas plus. On vous tient au courant sur les réseaux. Voilà. Bonne semaine. Bye bye. Bye bye. Ce lieu est un peu particulier parce que la légende raconte que le comte de La Palud, qui en 1450 est parti faire les dernières croisades, s'est retrouvé emprisonné par les Ottomans qui ont voulu le convertir à l'islam. En fait, il a décidé de prier plutôt que d'être converti, car il avait une grande foi en la Vierge Marie. Et il s'est endormi comme ça dans son cachot et au lendemain, il s'est réveillé dans une prairie, il a reconnu les lieux et en fait, il était au bas de son château, habillé bien entendu en manant. Il a reconnu donc tous les sentiers, il est remonté jusqu'au château et arrivé au château, le château était en effervescence, il y allait s'y passer quelque chose. Un servant passe à cet endroit au même moment et il pose la question « Que se passe-t-il dans le château ?» Et il lui dit « Mais vous ne savez pas, la princesse va se remarier. » Parce que son époux est parti en croisade, il n'est pas revenu, il est mort. Lui ne dit rien, continue son investigation dans le château et au détour d'un couloir, tombe sur son épouse qui le reconnaît tout de suite. Sauf que le mariage qui était prévu ce jour même, c'était un mariage d'obligation, de contrainte pour elle. Et là, elle le reconnaît et elle tombe dans ses bras, heureuse de le retrouver enfin après autant de temps. Le mariage est annulé et il décide de pouvoir remercier la Vierge Marie en installant un monastère. C'est un vœu, ça viendra par la suite certes, mais c'est un vœu. Une autre légende raconte que vers la fin du XIVe siècle, Notre-Dame de Consolation apparaît dans un tilleul à un paysan sur ces lieux. Un premier oratoire est alors construit en 1438, dédié à la Vierge au tilleul. 200 ans plus tard, le vœu de La Palud, le chevalier de la première légende,
sera réalisée. En effet, au XVIIe siècle, Ferdinand François Juste de Raille, marquis de Varambon et seigneur des lieux, décide de fonder à Consolation une maison de religieux de Minimes, l'ordre rigoureux de Saint François de Paule. À sa mort prématurée en 1657, alors qu'il n'a que 19 ans, il confie la réalisation du projet à sa femme, Marie-Henriette de Cusance. Celle-ci honorera par ailleurs le souhait de son mari d'être inhumé dans la chapelle de Consolation. En 1670, on réalise donc le monastère avec la chapelle. On mettra 2 ans pour la réaliser. En 1682, on termine la totalité de la réalisation, c'est-à-dire de la totalité de la chapelle et du monastère, qui ne font qu'un seul étage, qu'on agrandira par la suite. Seulement en 1789, la Révolution. Réquisition, on envoie tous les minimes, prêtres ou autres qui se trouvent à l'intérieur, on les chasse des lieux, et un certain Réoswald vient s'installer ici, même dans cette chapelle. Il va vendre la chair, il va vendre les boiseries, tout ce qui a un petit peu de valeur, pour son propre compte, et va faire de cette chapelle une grange. Les dépendances du monastère vont être utilisées pour en faire des écuries avec des chevaux. La maison basse qui est à l'entrée du site sera une boucherie. Il va également utiliser les différentes scieries qui sont sur le site, le tout à son propre profit. Seulement 20 ans plus tard, il revend tout ça à l'évêché. Et là, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on s'aperçoit que le petit séminaire d'Ornans, trop petit pour recevoir tous les élèves de l'époque, l'évêché décide de faire donc de cet endroit un nouveau petit séminaire. Il réalise donc des travaux qu'ils vont terminer en 1829. Ça va permettre de recevoir à peu près 150 élèves tous les ans, des gens qui viennent de toute la Franche-Comté, pris par les chanoines. Ma grand-mère nous racontait en fait qu'à l'époque, le chanoine passait, ma grand-mère qui a en 1945 par exemple, elle nous racontait cette histoire, le chanoine passait dans les maisons et disait « Angèle, tu sais, celui-là, il est un peu petit, il ne va pas aller dans les champs, il est un peu trop maigre, mais il est peut-être encore un peu jeune, alors je repasserai certainement l'année prochaine pour l'emmener avec moi. » Et là, c'était plié, c'était terminé, on n'en parlait plus. L'année d'après, on savait que celui-là, il partait au petit séminaire. Il n'avait pas le choix, c'était comme ça. Et quand elles étaient aussi grandes que ça, les familles, il y avait aussi une fille qui était prise également pour aller au couvent. Donc il y avait un prêtre et une fille et une sœur dans chaque famille du Haut-Doubs. C'est un peu pour ça aussi qu'on appelle le berceau des prêtres de France, la Franche-Comté, tout simplement. Alors, on décide de rajouter 2 étages pour recevoir tous les élèves, mais il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Il faut refaire la chaire, qui est donc de 1888. Les retables qui sont à l'intérieur donc de l'église, puisqu'il n'y a plus rien du tout. Et puis surtout, pour accueillir les gens, les élèves dans cette chapelle, eh bien, il faut changer la porte d'entrée. À l'intérieur de la chapelle, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on va retrouver toute l'histoire du site. Au départ, nous étions sur le sieur qui a eu l'apparition d'une vierge, d'une statue de la Vierge dans un tilleul. Et depuis le chœur de la chapelle, on devait voir le tilleul. Sauf qu'aujourd'hui, la chapelle est totalement inversée. Par là où on sort, devait être le dos au peuple. Et depuis le dos au peuple, c'est-à-dire depuis le chœur, on voyait effectivement la Vierge Marie dans le tilleul. Simplement qu'il était sur la porte d'entrée actuelle. Apparemment, c'est ce que l'on suppose. Nous n'en avons aucune certitude. Il y a des chroniques qui le relatent, mais on n'a pas la certitude. Et on retrouve donc ces vitraux. On a le premier vitrail qui se trouve juste en face de nous, qui parle de ça. Et tout autour, on va retrouver les vitraux sur les différentes choses, c'est-à-dire sur les pèlerinages de la Vierge au tilleul, qui est ensuite devenue la Vierge au manteau, pour devenir enfin la Vierge de Consolation, qui est elle-même la Vierge au manteau.
1829, donc à l'ouverture du séminaire, 150 élèves vont passer là tous les ans. Alors ce qui est difficile ici, c'est qu'on est dans un endroit très reculé. La soupe était plutôt claire. Mon papa, en 1945, descendait donner à manger à un de mes oncles, qui était séminariste ici. Et ils arrivaient, ils leur apportaient du pain qu'ils avaient cuit eux-mêmes, des habits propres, de la confiture ou du miel. Mais ils mettaient 1h30 pour arriver jusque-là. Ils passaient 5 minutes dans le lieu, ils faisaient une bise à leurs frères et ils sortaient tout de suite. Je pense que vous avez vu les choristes avec les grandes grilles et tout ça. C'est exactement ce qu'on a à l'entrée. Nous, on a enlevé les grilles pour que ce soit moins austère. Mais les gamins, quand ils venaient ici à l'époque, ils avaient surtout peur de ne pas pouvoir repartir, qu'on les garde. Donc ils repartaient. Ils se dépêchaient d'arriver et ils repartaient. Ils mettaient 2-3 heures pour repartir. C'était leur journée, c'était le jeudi, c'était leur journée, quoi. Et ils allaient s'amuser dans les grottes un petit peu plus loin, à savoir qu'on a la grotte de Sainte-Catherine, la grotte des Résistants, et puis tout un tas de grottes tout autour. En 1905, séparation de l'État et de l'Église, plus personne ne peut envoyer d'élèves au monastère, donc au petit séminaire. Pendant 15 ans, il n'y avait plus que des séminaristes ici, et c'est tout. Plus aucun élève, plus rien du tout. Et en 1920, ça redémarre, jusqu'en 1978, où là, les temps ayant changé, on n'a plus de petits séminaires, on part directement au grand séminaire de Besançon. Alors en 1978, il y a eu une vente aux enchères pour les anciens de Consolation, tous ces gens qui sont venus ici passer du temps, 1 année ou 6 ans ou 7 ans, suivant l'étude qu'ils faisaient, à savoir quand même qu'ils sont sortis, une partie d'entre eux ont été des prêtres, l'autre partie ont été des patrons, et la 3e partie ont été des ingénieurs. C'est pour dire la qualité de l'enseignement qu'il peut y avoir dans ce petit séminaire. Et depuis, ces différentes associations qui ont géré le site, dont la fondation du Val de Consolation, ainsi que les amis des anciens de Consolation. Et nous, artisans de paix, sommes arrivés il y a 7 ans ici pour reprendre la gérance du site dans sa totalité, avec ses 250 hectares et tous ces bâtiments. Et depuis, nous recevons les anciens, ce qu'on appelle donc les anciens de Consolation, 1 fois par an. Nous, on en profite pour aller un peu les questionner sur toutes les bêtises qu'ils ont pu faire. À savoir qu'aujourd'hui, la crypte qui est à nos pieds est scellée, mais à l'époque, elle ne l'était pas. Et je peux vous dire que la nuit, quand on ne dormait pas dans les dortoirs, il y avait un peu de bruit dans la chapelle. Ils étaient là-dessous, ils étaient dans la tombe qui se trouve derrière vous, à l'entrée du chœur. Ils étaient également dans les tunnels dessous, ou alors dans les caves. Chacun qui passe ici, dans cet établissement, dans ce lieu, trouvera forcément une réponse à ses propres questions à lui, sans faire de différence de religion, d'obédience, de croyance. Chacun va trouver sa sérénité à un endroit ou à un autre. C'est un peu la magie de ce lieu. Par contre, il est très dur, comme on l'est, parce que si on veut se rapprocher un petit peu de soi, eh bien, il faut être un petit peu plus dur que ce qu'on nous apprend à l'extérieur. Un institut religieux d'ermites, mendiants et pénitents. Je le refais. Alors l'ordre... Alors l'ordre des... Alors... Bon, on a notre but ici. Allez, Alors...